Bonjour et bienvenue à Lettres, un monde de lettres, une émission littéraire créée par les secondains du lycée Rolina. Nous allons commencer par l'évolution du livre, puis laisserons la place à la commedia del plus jeune âge. Ensuite, nous partirons vers l'Asie avec les mangas et le fantastique. Après, nous allons débattre sur la caricature. Nous poursuivrons avec les adaptations cinématographiques. Nous regarderons l'imaginaire des plus petits et nous terminerons avec les plus anciens. Après certains reportages, nous pourrons voir un film sur le Salon du Livre, mais aussi sur la médiathèque du Père Castor de Meuzac dans la Haute-Vienne. Nous espérons que cette émission vous plaira. Bonjour Lucas, bonjour Timothéo. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici avec nous dans cette émission. Alors, de quoi parle votre reportage ? Alors dans ce diaporama, nous allons vous présenter l'évolution du livre au cours du temps. On peut constater qu'au fur et à mesure du temps, les techniques d'écriture ont évolué. En effet, grâce aux nouvelles technologies, les techniques d'écriture ont changé. De nombreux écrivains écrivent sur des supports électroniques. Et les nouvelles technologies permettent aux écrivains de sauvegarder tous leurs écrits dans un même endroit. Les lecteurs sont passés de la tablette d'argile à la tablette tactile. C'est une véritable révolution numérique. Et les supports électroniques permettent aussi aux lecteurs de lire un livre en ligne. Et c'est un nouveau moyen de vendre des livres pour les auteurs aussi. Merci beaucoup. Nous allons maintenant voir votre reportage, donc bon visionnage à vous. Pour commencer, nous allons accueillir Louis et Emilia qui vont nous présenter le reportage sur la commedia del plus jeune âge. Bonjour Tristan. Alors la Commedia del plus jeune âge, c'est un projet de théâtre que nous avons réalisé avec l'aide des 6e D du Collège Rolina. Le but était de leur faire découvrir le théâtre et d'arriver à créer quelque chose avec eux, une pièce. D'accord, merci. Donc maintenant, nous allons diffuser le reportage. Bon visionnage. Ok, j'aimerais voir une scène sur les hommes préhistoriques. Les exercices de canalisation permettent une concentration maximale sur un sujet donné. Les animateurs, dans cet exercice appelé l'ascenseur, annoncent un thème et les acteurs s'efforcent à essayer de le faire deviner à l'aide d'un mime. Ceux-ci n'ont donc pas le droit de parler ni de bouger. Cet exercice permet de travailler la gestuelle, bien souvent exagérée à cause du gigantisme des salles. Bonjour, je peux m'asseoir s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci.
Vous êtes nouvelle ici? Non, j'habite ici depuis 7 ans. Et moi depuis Les sketchs que nous pouvons voir actuellement ont été écrits par les élèves eux-mêmes et leur permettent de découvrir le monde du théâtre, des coulisses à la scène. En effet, ce groupe a été divisé en 2 parties entre les acteurs et les metteurs en scène. Celle-ci a permis aux élèves de découvrir tous les métiers du théâtre. Nous aussi, on y va ensemble, si vous voulez. Oui, bien sûr. D'abord, je peux avoir vos prénoms, s'il vous plaît? Moi, c'est Ninon. Et moi, c'est Caroline. Moi, c'est Lola. D'accord. Je pourrais avoir un café, s'il vous plaît? Oh, excusez-moi. Je pourrais avoir un café, s'il vous plaît? Nous n'avons plus de café, monsieur, je suis désolée. Mais si mon café. Nous n'avons plus de café, monsieur, désolée. Désolée, monsieur, au revoir. Ce matin, on se retrouve à ce moment-là, d'accord? D'accord, aucun souci. Où est passée Lola? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. Elle est où alors? Lola, vous parlez. Je l'ai viré. Comment ça? Je l'ai viré car c'est moi le patron. Et pourquoi vous avez fait ça? On s'en fiche de tes fesses. Car elle est trop incompétente. Ça ne se fait pas. Ninon et Caroline étaient déçues. Elle reçut une carte postale. Coucou Ninon et Caroline, j'espère que vous allez bien. Je passerai vous voir un de ces 4. Bisous, Lola. Merci Emilia, merci Louis d'être ici avec nous. Donc nous allons vous poser quelques questions. Donc tout d'abord, pourquoi avez-vous choisi ce sujet? Eh bien, on a pensé que ça pouvait être intéressant de faire découvrir le monde du théâtre à des collégiens, surtout à des sixièmes, parce que ils doivent se sensibiliser à toutes les formes d'art. Et en particulier au théâtre, vu qu'aujourd'hui on est très dans les clichés du théâtre classique du 19e. Et donc il faut montrer aux élèves que c'est pas que ça le théâtre. Est-ce que vous avez éprouvé des difficultés à faire ce reportage? La difficulté était de faire se concentrer les élèves afin qu'ils soient productifs, et du coup nous avons fait une série d'exercices pour qu'ils puissent se canaliser. Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec des enfants? Justement, c'est parce que les enfants, c'est important qu'ils se rendent compte de toutes les formes d'art qu'il peut y avoir autour d'eux, et des formes d'expression possibles avec le théâtre, par exemple. Ce travail vous a apporté quelque chose, et donc, qu'est-ce qui vous a apporté et qu'est-ce que cela a apporté aux enfants? Nous, ça nous a permis d'apprendre à gérer un groupe, en quelque sorte faire les professeurs. Et eux, en retour, ça leur a permis d'exprimer leur créativité, et puis de sortir des clichés, de faire quelque chose, quelque chose par eux-mêmes. Et est-ce que des liens se sont créés entre eux? Enfin, entre vous et eux? Ce projet a permis de créer une cohésion au sein des groupes et de la classe elle-même, et a incité les élèves à travailler ensemble sur une même idée commune. Quel a été l'aboutissement de ce projet?
Ben, on a pu faire jouer aux élèves des sketchs et des petites pièces qu'ils avaient eux-mêmes écrites. Et, nous, du coup, ça nous a permis de réaliser le reportage qui a été diffusé. Nous allons maintenant laisser la parole à nos deux collègues Alison et Tristan. Donc, merci pour ce très beau reportage et à cette intervention très pertinente. Eh bien, merci à vous encore une fois. Et puis, on peut dire que le théâtre, il plaît comme aux petits, comme aux anciens et comme aux anciens. Bonjour Léandre, bonjour Alexis, bonjour Géraud. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Nous sommes ravis de vous avoir comme invité. Sur quel sujet avez-vous travaillé? Alors nous avons travaillé sur trois genres de fiction. Le fantastique, la fantasy et le manga. D'accord. Donc maintenant, nous allons vous faire vous passer votre reportage. Donc bon visionnage à tous. Dans ce genre, dans ce genre fantastique, le réel cède au surnaturel. Ce genre trouve son origine aux mythes d'antan et s'inspire des légendes populaires, des croyances folkloriques. Le fantastique met en place un cadre inquiétant, exemple comme les cimetières, les vieilles bâtisses, les landes désertes, le brouillard, la tempête et l'orage. Dans ce genre, les créatures sont aussi pathétiques que monstrueuses. Le fantastique possède un répertoire limité de personnages, comme les vampires, les fantômes, les monstres difformes. On peut dire aussi les frontières entre la raison, la folie, la vie et la mort se brouillent. Dans ce genre, les sentiments sont crescendo. D'abord un sentiment d'inquiétude puis de peur. Un test fantastique fait hésiter le lecteur entre une explication surnaturelle et une explication rationnelle des faits. En fin de compte, le doute est la formule qui résume l'esprit du fantastique. La fantasy est un genre multiforme dominé par la branche fantasy épique. La fantasy épique est composée d'un monde imaginaire de société type médiévale occidentale, utilisant des personnages venant du monde mythologie, centaures, faune, bestiaires fantastiques, dragons, licornes. Sur cette photo, nous voyons des tomes du Seigneur des Anneaux. La high fantasy, dont les intrigues et le décor est d'un monde différent du nôtre, appelé monde secondaire, qui possède leur propre loi naturelle. Cette photo représente un côté monde à part avec les dragons. La Might Fantasy exploite la causalité surnaturelle avec les pouvoirs divins s'inspirant des mythologies. Cette photo représente un personnage avec des pouvoirs magiques qui est composé de plantes et de feuilles. Fairy Tail, qui est un genre fantasy qui accorde à certains hommes, mages, sorciers, des pouvoirs magiques qui puisent sa source dans les contes merveilleux. La photo montre un château qui est du conte merveilleux. La low fantasy, dont les intrigues se déroulent dans notre monde, et les événements qui se produisent de façon brusque pour étonner l'auteur. Cette catégorie se nomme la fantastique. Cette photo montre une arrivée d'individus venant d'une autre dimension et un décor sombre. Dans le pays du soleil levant, le Japon, le manga est une bande dessinée très populaire. Il existe environ 300 magazines consacrés au manga. Le plus connu est Shonen Jump, destiné aux adolescents de sexe masculin. L'origine du mot manga remonte en 1814 par le peintre Katsushika Hokusai. L'ancêtre du manga sont les emakimono, de longs rouleaux de papier ou de soie, racontant des légendes, des anecdotes de guerre ou des scènes quotidiennes, et les emakimono sont créés au IXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, Osamu Tezuka, un mangaka,
est sacré au Japon, dieu du manga. Son œuvre a été colossale et il a influencé le film d'animation et le manga dans le monde. Le manga est un genre de fiction soumis à des codes. Comme la lecture se fait de droite à gauche, les visages sont déformés de façon exagérée pour exprimer des émotions, ou encore leurs yeux sont démesurés. Le manga, contrairement à la BD franco-belge, place les personnages au centre de l'intrigue. L'aspect humain est primordial aux dépens du décor. En France, quand un manga remporte un succès, il est publié sous format poche et souple. Ils peuvent atteindre jusqu'à des dizaines de volumes, comme le très célèbre Dragon Ball. Quand un manga remporte un succès dans le monde, ils peuvent être adaptés en long métrage ou en dessin animé, comme Akira d'Otomo. Certains albums peuvent être dérivés de films, comme Princesse Mononoke ou Le Voyage de Chihiro. Des téléfilms peuvent reprendre l'histoire de de certains mangas, comme Say Hello to Black ou Anayori Dango. Nous allons vous présenter quelques livres que nous avons lus sur ces 3 genres. Alors, le livre que je vais vous présenter s'intitule Cervelle d'or d'Alphonse Daudet. C'est l'histoire d'un homme qui découvrit à 18 ans que son cerveau est composé d'or. Le problème, c'est que c'est un grand dépensier et plus il dépense, plus il se fait des ravages sur son corps. Cette nouvelle, je l'ai trouvée à la fois... cette nouvelle, j'ai bien aimé cette nouvelle parce que il est à la fois fantastique et dramatique et ça nous apprend que l'argent ne fait pas le bonheur. Je vais vous parler de ma lecture qui est Chronique du monde émergé 1, Nilan de la Terre du Vent par Licia Trossi. Licia Trossi est née le 25 novembre 1980 à Ostie. Elle est diplômée en astrophysique et docteur en astronomie après une thèse sur les galaxies naines en 2004. Elle travaille aujourd'hui à l'Observatoire de Rome. Donc le Nilan est née à la Terre du Vent. Elle est différente des autres. Elle a les cheveux violets, des longues oreilles. Elle est fille d'un célèbre armurier. Elle joue à la guerre avec des amis, mais un jour, un tyran détruisa sa ville et tua tous ses amis. Nila devena une guerrière. Elle est alliée avec Sénar, un magicien, et aidée par une épée en cristal noir. J'ai bien aimé ce livre car ce style de livre fantasy j'aime bien. Personnages peu ordinaires, paysages de combat et guerre sans merci. Ce mélange entre la fantasy et le fantastique est bien avec une touche de romance et avec une majorité de fantasy. Je vois aussi que dans le livre, il y a aussi des rebondissements avec une touche d'émotion. Je vais vous raconter l'histoire de Monster créé par Naoki Urasawa. Naoki Urasawa est un dessinateur, scénariste et mangaka japonais né en 1960. Il a dessiné Yawara ou encore 20th Century Boys. Dr Tenma, un jeune médecin japonais habitant en Allemagne, opère un jeune garçon. Le directeur que ce docteur meurt assassiné. La police suspecte le docteur Tenma qui est innocent. Juste après, le garçon et sa sœur, qui se trouvaient dans le même hôpital que lui, s'enfuient. Ce manga m'a plu car l'ambiance générale est basée sur le suspense. J'ai aimé l'intrigue de l'histoire et que ça dénonce l'injustice, ce qui me plaît notamment du point littéraire. Ce que je n'ai pas aimé sur ce manga, c'est la durée de la série. J'ai notamment aimé le déroulement de l'histoire, ce qui a donné un manga bien tragique. Et j'ai adoré surtout l'insouciance du petit garçon et de sa sœur durant l'histoire. Nous allons maintenant laisser la parole à nos 2 collègues, Tristan et Alison.
Bonjour. Bonjour. Donc, eh bien, on va vous poser quelques questions. Donc, tout d'abord, on aimerait savoir quel a été vos coups de cœur sur les livres, les mangas que vous avez lus. Moi, mon coup de cœur, c'était de L'épée brisée de Poul Anderson. Oui. L'histoire ressemble beaucoup au Seigneur des Anneaux. D'accord. Moi, mon coup de cœur, c'est Les Chevaliers d'Émeraude, qui parle d'une histoire d'une confrérie de chevaliers qui défend son pays. D'accord. Mon coup de cœur, c'est Shidemu no Kujin, ou l'attaque des titans en français, créé par Hajime Isayama, racontant l'histoire de titans qui exterminent l'espèce humaine dans un monde apocalyptique. Mais pourquoi ces sujets? Parce que ces sujets, nous avons choisi ces sujets parce que ça nous a fait rêver dès notre première lecture. Voilà. Et vous? Moi, j'ai déjà lu plusieurs livres de ces genres littéraires et j'ai bien travaillé dessus. Quel message voulez-vous faire passer? Nous pensons que le manga sert d'inspiration à ces deux genres littéraires qui est la fantasy et le fantastique. Exemple, Fairy Tail. Ces genres sont très appréciés par le jeune public et qui sert à les faire lire. Très bien. Eh bien, laissons la place à nos deux collègues qui vont faire poursuivre le reportage. Merci pour ce reportage très intéressant et pour ces répliques très pertinentes. Et merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ces 3 genres littéraires avec beaucoup de passion. Nous allons maintenant passer à un nouveau reportage que Titouan va nous présenter. Bonjour Titouan. Bonjour. Alors notre groupe a décidé de travailler sur la caricature car cela fait déjà plus d'1 an que le journal satirique Charlie Hebdo a été attaqué par 2 terroristes en raison des caricatures de prophète Mahomet qu'ils publiaient dans leur journal. Le monde a été profondément bouleversé par ces événements et tout le monde craint de nouveaux attentats. Faut-il continuer de publier de telles caricatures? Ne sont-elles pas dangereuses? Nous allons répondre à cette question sous forme d'un débat juste après un court reportage. Merci Titouan. Donc maintenant, nous allons vous diffuser le reportage et laisser la parole à Morgane et Adam. Bon visionnage. Déjà plus d'1 an que la France a été touchée en plein cœur. Les caricatures de Mahomet publiées dans les journaux de Charlie Hebdo ont été la cause des attentats. Les Français sont divisés. D'après notre sondage, 66% des personnes interrogées disent qu'il faut continuer de s'exprimer librement, car la liberté d'expression est l'un des droits fondamentaux de l'homme et du citoyen, tandis que 34% sont contre la publication de telles caricatures, car celles-ci sont la cause des attentats terroristes du 11 janvier, et la peur de nouveaux attentats demeure présente. Faut-il cesser la publication de ces caricatures satiriques ou continuer à ces risques et périls? Bonjour Baptiste, bonjour Nolan, bonjour Titouan. Merci beaucoup d'être ici avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Donc, suite aux attentats de janvier 2015, il y a eu un débat qui s'est posé en France. Peut-on rire de tout? Alors, à travers les caricatures, oui, nous pouvons en rire, car je trouve que c'est une façon humoristique de montrer ses idées et sa pensée. Alors, moi, je suis contre parce que je pense que les dessinateurs se servent de la liberté d'expression pour arriver à offenser les gens, à les énerver. Voilà. Donc certaines personnes faibles dans leur tête peuvent passer à l'acte terroriste comme les extrémistes en janvier 2015. Oui, mais pour ne pas comprendre les caricatures, il faut ne pas comprendre le second degré. Et le second degré est un côté humoristique. Donc si nous ne pouvons pas comprendre l'humour, il ne faut pas regarder les caricatures. Ce qui reviendrait à éviter tous ces actes, comme vous le dites, extrémistes et dangereux. Donc d'après vous, les caricatures
serait plus pour les personnes fortes dans leur tête, et puis celles qui lisent beaucoup et qui sont ouverts d'esprit. Oui, mais si vous, comme vous le dites, vous voulez restreindre cette liberté, ça viendrait à prendre des mesures antidémocratiques, car ça va à l'encontre des lois. Car vous empêchez les gens de s'exprimer et de penser leurs idées. Oui, mais la démocratie a aussi ses limites, comme la liberté d'expression. C'est-à-dire que la liberté d'expression, ça s'arrête au moment où les gens commencent à être humiliés et offensés. Donc la caricature n'est pas pour tout le monde. Nous allons maintenant vous poser quelques questions. Donc, si j'ai bien compris, mon cher Baptiste, vous êtes contre la liberté d'expression, la caricature. Alors, si je suis votre développement, les attentats de Charlie Hebdo, c'est de la faute des caricaturistes. Ils y ont contribué, je pense, mais ce n'est pas que de leur faute, c'est de la faute aussi aux extrémistes qui n'ont pas à faire dans ce monde. Ils n'ont rien à faire ici. Donc, pour vous, ce n'est pas normal qu'on caricature une religion? Je ne pense pas, puisque comme la caricature offense les gens, nous enfonçons en même temps une religion, donc nous attisons la haine chez des personnes libres en France. Vous, Nolan, qui êtes pour les caricatures, vous pouvez quand même comprendre l'argument de Baptiste qui vous dit que la caricature peut blesser. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, alors pour blesser, il faut d'abord la voir. Et s'ils ne veulent pas être blessés, il suffit de ne pas la voir. Après, s'ils savent qu'ils ne comprennent pas les caricatures, ils n'ont qu'à pas le voir. Mais après, ceux qui la voient et qu'ils ne la comprennent pas, c'est qu'ils n'ont pas, comme je l'ai dit précédemment, d'humour ou qu'ils ne comprennent pas le second degré. Pour vous, c'est un manque d'ouverture d'esprit. Oui, un manque d'ouverture d'esprit qui est synonyme d'incompréhension ou qu'ils ne comprennent pas le contexte dans lequel elle a été publiée. Et vous, Nolan, est-ce que vous trouvez qu'en ce moment, en France, après les attentats de Charlie Hebdo, la caricature est plus libre? La caricature, maintenant, a toujours été libre, mais c'est sûr qu'au niveau des religions, je pense qu'elle a été atténuée, car on en voit de moins en moins, mais on en voit toujours, mais moins outrageante ou offensante qu'on a pu la voir précédemment. Merci beaucoup. Nous allons maintenant laisser la parole à nos deux journalistes. Donc nous avons fait, dans une sortie, nous avons eu la chance d'aller au Salon du Livre à Limoges et nous avons fait une série de un reportage dessus. On visionne. Faire des chroniques, rencontrer les professionnels, voilà. Après, il y a tout ce que peut comporter le métier de libraire en général. Et cette histoire-là avec les réfugiés, tout ça, est-ce que c'est un rapport avec l'actualité en fait? C'est avéré que ça c'est. Alors, cette BD-là, elle a 3 ans. Ah oui. Ah, donc c'était bien avant. Ouais, mais en fait, c'est l'avantage justement de la science-fiction ou du post-apocalyptique. Tu peux t'imaginer le pire, mais en t'inspirant de ce qui existe déjà. Et la thématique des réfugiés, elle existait déjà. Elle n'était pas aussi présente, si tu veux, à l'époque. Mais là, pour le coup, c'est effectivement les gens qui me disent, ils me disent ah mais attends, je fais entre guillemets coup de bol. Et non, parce que finalement, c'est peut-être une fine analyse d'un truc. Ouais, situation. L'écriture jeunesse, c'est basé essentiellement sur l'imaginaire, donc voilà, enfin, j'adore imaginer
imaginer plein de personnages, écrire des petites histoires, et voilà, tout de rendre vivant tout ce qui me passe par la tête, quoi. Vous aimez votre métier maintenant comme au début? Oui, c'est assez stable. Je suis moins surpris quand je reçois le livre chez moi, parce que là au début c'est son bébé qu'on reçoit, donc c'est très excitant. Maintenant j'ai un petit peu plus l'habitude, mais c'est toujours un plaisir. Nous avons rencontré une auteure du nom de Marie Pavlenko qui nous a parlé de son métier et de son parcours. Pour devenir auteure, elle a fait un DEA de lettres, puis elle est devenue journaliste de presse écrite, pour ensuite rédiger des scénarios pour le cinéma, la télé et les bandes dessinées. Aujourd'hui, elle écrit des livres. Marie Pavlenko écrit des livres de littérature jeunesse parce que pour elle, c'est le meilleur public qui existe. On peut se permettre de faire des choses que l'on ne peut pas faire dans la littérature réservée aux adultes. Pour elle, cela peut être plus drôle et plus fou. Elle nous a alors parlé de ses méthodes de travail. Chaque jour, elle se met devant son ordinateur pour écrire du matin au soir. Nous pourrions alors nous demander où trouve-t-elle l'inspiration. Elle s'imprègne de ce qu'elle a vu ou lu, puis y réfléchit afin de ne pas reproduire ce qui a déjà été fait. Elle essaie de créer des choses autour de tout ça en y apportant un peu plus d'originalité. Pourquoi avez-vous choisi d'être écrivain? J'ai pas choisi, c'est-à-dire que je suis moi médecin, ma formation c'est médecin hospitalier, chef de service, et que j'avais envie de raconter des histoires depuis un moment, et notamment des histoires policières, et puis j'avais déjà écrit plusieurs livres techniques de médecine, j'avais envie de changer un peu d'univers, et où ici il fallait que j'ai un dérivatif qui m'empêche d'assassiner la moitié des gens de l'administration de mon hôpital. Donc finalement je me suis mis à écrire des romans policiers, c'est venu comme ça, petit à petit, puis c'est devenu une passion, et maintenant j'en suis à mon 8e. 8e en 11 ans. Ça fait combien de temps que vous êtes... Une quinzaine d'années. C'est-à-dire que le premier, j'ai écrit ça tranquillement en 2-3 ans. Après, il a fallu que je cherche un éditeur, ce qui a été assez long. Et finalement, le premier a été publié en 2005. Puis après, petit à petit, comme il a bien marché, on a fait le deuxième, le troisième. Et à peu près au rythme d'un tous les ans et demi. Et là, le dernier vient de sortir, donc en mars 2007. Et pourquoi vous avez choisi d'écrire ce genre de livre? Alors, mon policier, c'est tout simple, parce que d'abord, j'ai un défaut absolument terrible, c'est que j'ai un mal fou à me prendre au sérieux. Donc, le fait d'écrire des policiers, c'était une espèce de quelque chose qui ne fait pas trop sérieux, comme si on écrit un roman, moi, jeu, etc. Et deuxièmement, étant médecin, le diagnostic médical, c'est une enquête de police. Il faut chercher des éléments, des indices, les mettre en corrélation. Donc, j'étais tout à fait à l'aise avec ce genre de démarche. Et puis, j'adore raconter des histoires qui tiennent les gens en haleine, en fait. Donc, ça, c'était aussi un moyen. Donc, voilà, comme ça s'est imposé petit à petit. Est-ce qu'il y a des avantages ou des inconvénients à écrire des livres? Alors, les avantages, c'est le plaisir d'écrire, parce que c'est quand même quelque chose. Et puis, c'est une chose, quand on écrit sur un domaine qu'on ne connaît pas parfaitement, même en médecine, si j'écris un livre sur la chirurgie, il faut que je m'en renseigne. Il y a certains livres que j'ai écrits qui se passent dans les stations fantômes de métro parisien, il faut faire une recherche, une documentation. Les histoires d'experts en écriture, il faut aussi chercher. Et on s'instruit. C'est quelque chose d'assez passionnant, parce qu'on est obligé, si on ne veut pas écrire de bêtises, de s'instruire un petit peu. Donc moi, ça m'a beaucoup amusé. Alors les inconvénients, c'est le temps que ça prend, c'est un plaisir solitaire. Donc, pendant qu'on écrit, évidemment, on n'est pas avec sa famille non plus, ça c'est sûr. Et puis la difficulté, évidemment, d'écrire, la difficulté d'être reconnu, parce que même si on ne veut pas gagner de l'argent comme nous sommes avec, on aime bien être reconnu, mais c'est un peu difficile dans un environnement très concurrentiel, donc ça donne beaucoup de travail. Mais il y a des salons, par exemple, il y a des tas de rencontres, des choses très très agréables. Vous y consacrez beaucoup de temps Je continue à travailler comme médecin, mais à temps partiel. Maintenant, j'ai quitté l'hôpital il y a quelques années, mais je continue à exercer à temps partiel. Donc j'y consacre, ça dépend. Il y a des jours où j'écris pas du tout, des jours où j'écris. Des jours où j'ai pas d'idée de roman comme maintenant, parce que le 9e, je n'ai pas encore commencé. Donc quand je vais commencer, je vais m'y mettre, ça dépend. Et quand ça me prend, je vais écrire partout, dans le train, la nuit. Enfin, ça dépend du moment. J'ai aucune hygiène d'écriture. Il y a des gens qui écrivent toujours à la même heure, tel jour, etc. Moi, c'est quand ça me prend, j'aime bien écrire à la fraîche le matin, mais c'est à n'importe quel moment de la journée. Et c'est votre expérience de médecin qui vous a encouragé, qui vous a donné l'inspiration d'écrire? Eh bien oui, parce que c'est-à-dire que les premiers en particulier, c'est toujours un peu autobiographique. Donc c'est l'histoire d'un groupe d'étudiants dans les années 60 à la fac de médecine, qui est exactement l'époque à laquelle j'ai fait mes études. Donc forcément, il y a un petit côté autobiographique. J'avais envie de parler de choses
que les gens ont oubliées. Par exemple, les avortements clandestins, à l'époque, quand j'étais étudiant en médecine, on en voyait 15 par nuit de garde. Quand j'étais assistant en réanimation, il y avait 3 morts par mois. C'est quelque chose qui nous avait beaucoup marqué. Et jusqu'à 75, jusqu'à ce que la loi sur l'interruption de grossesse paraisse, donc j'en parle un petit peu. Puis après, c'est pas basé sur des faits réels, mais c'est forcément nourri d'anecdotes de la vie réelle des médecins qui enrichissent un petit peu l'histoire. Je ne peux pas dire du mal d'un métier que j'adore, donc c'est aussi une façon, sans non plus infliger au lecteur un cours de médecine pesant, parce que c'est pas le but de l'opération. Voilà. Bonjour à Agathe et Lise Marion. Bonjour Ophélie. Bonjour. Donc, merci d'être ici avec nous pour vous présenter ce reportage. Sur quoi avez-vous travaillé, Ophélie? Donc notre reportage se nomme Lire aujourd'hui. Nous avons choisi ce sujet pour savoir ce que représente la littérature de nos jours. Et afin de répondre à cette question, nous avons réalisé un sondage dans les rues d'Argenton-sur-Creuse. Nous allons maintenant laisser la parole à nos deux collègues qui vont vous interviewer. Bonjour à vous. Bonjour. Donc on va vous poser quelques questions sur votre projet. Donc quelles difficultés avez-vous rencontrées lors de la mise en place de votre projet? Alors le plus difficile a été de réaliser un questionnaire où toute personne puisse se sentir concernée, parce que les personnes, elles n'ont pas forcément toutes le même âge, pas forcément toutes le même goût, donc il fallait que tout le monde puisse répondre. Donc voici désormais le reportage que vous avez fait. Donc bon visionnage. Donc tout d'abord, quels sont vos types de livres ou de romans que vous préférez? Alors mes types de romans préférés sont les romans fantastiques, historiques et de romance. Alors moi j'aime bien l'aventure, la fiction. Voilà. Alors surtout les romans. Romans historiques, romans actuels, les derniers prix. Tout type de livres, plutôt des livres de philosophie. J'aime beaucoup lire les polars. Préférez-vous la lecture ancienne ou actuelle, contemporaine? Je préfère la contemporaine, mais c'est vrai que l'ancienne ne me dérange pas particulièrement. Là, je préfère l'actuelle. J'aime les deux. Ça dépend des périodes, ça dépend de mon état psychique. Voilà. J'aime beaucoup la littérature ancienne parce que ça apporte une connaissance sur notre patrimoine et sur notre histoire. Et j'aime beaucoup la littérature moderne parce que ça nous ouvre aussi des portes qui sont différentes. Quels sont vos auteurs préférés? Alors mon auteur préféré, je pense, ça serait Pierre Bottero, qui fait beaucoup de fantastique et j'aime beaucoup. Alors bien sûr, il y a Musso et Lévy, les derniers, oui. Mais en ce moment, il y a Christine Angot. Et je voudrais qu'on parle de Christine Angot dans ton émission. D'accord. Parce qu'elle a écrit au moins 20 romans, elle n'a pas eu de prix. Dernièrement, elle avait un prix, mais un prix pas connu du tout. Et en fait, elle écrit un roman qui est super sur Châteauroux. Alors là, j'aime bien Lars Kepler. J'ai découvert ça dernièrement, je trouve ça vraiment très bien. Quand et où lisez-vous? Partout, tout le temps. Dès que j'ai un peu de temps libre, je prends mon livre, puis je lis un petit peu. Alors je lis surtout l'été, à la plage ou dans mon jardin. D'accord. Mais l'hiver, dans mon lit. Le soir? Le soir, oui. Oui, mais dans l'après-midi aussi. Quand je commence un livre, le problème, c'est quand je commence un livre, je lis à tout moment. Même le matin, à la salle de bain. Dans mon lit, avant d'aller me coucher. Ben, je lis tout le temps, vous voyez, j'ai le monde là. Je lis pas que des livres. Mais je lis souvent le soir. Combien de livres lisez-vous par an? Par an, je dirais une centaine à peu près.
Parents, allez, on va dire 12. Avant j'étais à 52, maintenant je suis à 12. Mais bon, c'est normal. Les deux coups. Alors disons que l'été, un par semaine, donc ça fait. Et puis l'hiver, allez, 2 par mois. Une vingtaine. Pour quelles raisons lisez-vous et dans quel but? Pour le plaisir d'apprendre, pour le plaisir tout simplement, pour mieux me connaître, pour mieux connaître les autres. Ça apporte du divertissement, évidemment, quand on s'ennuie un petit peu. Ça améliore la culture générale, mais surtout ça permet de s'évader lorsqu'on a trop de soucis. D'accord, donc voilà, tout à fait. On se mise dans la peau des personnages et c'est vrai que grâce à leurs différentes destinations, on a l'impression d'être avec eux et de parcourir le monde avec eux. Le français, j'aime la langue. Et dans quel but? De se sortir du quotidien, en fait. Se plonger dans une histoire. S'évader un peu. S'évader, voilà. Pour passer un bon moment. Et voilà, c'est plus dans ce but-là. Ça m'arrive de lire aussi pour le travail, mais là, comme ça, je préfère quand même lire pour le plaisir. Alors, avez-vous des enfants? Et si oui, est-ce qu'ils aiment lire? Et quel type? Quel type de livre? Alors, ils lisent. J'ai 2 enfants et ils lisent plein de BD. Et est-ce que c'est vous qui les avez poussés à lire ou... On a toujours lu beaucoup de livres quand ils étaient petits, donc je leur racontais toujours leurs histoires du soir. Voilà. Donc ils ont continué là-dessus. Mais ils lisent que des BD, ils lisent rien d'autre. Donc, nous allons enchaîner par l'adaptation cinématographique et littéraire présentée par Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour. Nous avons réalisé un court reportage sur les adaptations cinématographiques. Nous avons regroupé les éléments essentiels à la réalisation de ce reportage. Si, donc nous allons diffuser ce reportage. Bon visionnage. Bonjour. Qu'avez-vous choisi d'étudier comme film et son adaptation cinématographique? Nous avons choisi, mon groupe et moi, d'étudier le premier ouvrage de Sherlock Holmes écrit par Sir Conan Doyle et son adaptation cinématographique tournée en 2012. Et pourquoi avez-vous choisi Sherlock Holmes? Nous avons choisi Sherlock Holmes car nous sommes de très grands fans de ce film. Qu'avez-vous trouvé comme similitude entre le livre et l'adaptation? Nous avons trouvé que l'histoire du livre est plutôt bien respectée dans l'ensemble. Et comme différence? Il y a des différences évidemment. Déjà, les plans de caméra que l'on voit pendant le film n'y sont pas dans les livres. Et les détails qui font la différence. Avez-vous trouvé un lien entre le film et le livre? Oui, le film est en lien. Le scénario correspond à l'histoire du livre et que dans ce film, c'est la première fois que Sherlock Holmes échoue à une mission. Et la mise en scène entre le film et le livre, est-ce que c'est la même? Oui, mais il y a des différences au niveau de la mise en scène. Le réalisateur ajoute sa petite touche personnelle dans cette adaptation. Vous avez préféré le film ou le livre? Je n'ai jamais été trop lecteur, je préfère les films et après chacun son domaine. Et donc vous conseillez quoi entre le film et le livre? Je conseillerais plus le film. Après, je reviens à la question précédente, chacun son domaine. Certains préfèrent la lecture, d'autres les films. Okay.
Donc merci Romain, Timothéo et Lucas d'être ici avec nous. Nous allons tout d'abord commencer à vous poser quelques questions. Donc, pourquoi avez-vous choisi ce sujet? Donc, parmi les 3 sujets proposés, nous avons décidé de choisir les adaptations cinématographiques, car nous aimons les films, et on a trouvé ça intéressant de pouvoir les comparer avec leurs livres. Dans le reportage, vous avez dit que vous préfériez les films aux livres. Pourquoi? Alors tout simplement parce que nous avons été élevés avec les nouvelles technologies. Puis il faut avouer que notre génération va plus facilement vers un écran de télévision plutôt que vers un livre. Ce n'est pas de la fainéantise mais simplement de la facilité. Selon vous, quelle est l'importance du livre par rapport à l'adaptation cinématographique? Peut-on s'en détacher? Bah, il y a certains films qui n'auraient jamais vu le jour sans un livre, comme Hunger Games, Le Labyrinthe, Divergente ou Sherlock Holmes. Et ces films, ils n'existeraient pas si les films n'avaient pas été créés. Est-ce que quand le livre est de grande qualité, il faut en faire un film? Pas forcément, de nombreuses adaptations sont devenues des flops, alors que les livres étaient très bien, comme le film John Carter ou encore Percy Jackson. Et après avoir lu le livre, avez-vous envie de regarder son adaptation cinématographique? Pas forcément, même s'il est intéressant de voir les similarités et les différences entre un livre et son adaptation. Merci beaucoup. Nous allons maintenant inviter nos collègues à venir. Merci pour cette interview très enrichissante. Eh bien, on peut voir que le cinéma et la littérature ne font qu'un. Alors nous allons passer tout de suite à un reportage sur la médiathèque du Père Castor située à Meuzac dans la Haute-Vienne. Que nous avons pu visiter lors d'une sortie à Limoges et la Haute-Vienne le 1er avril 2016. Bon visionnage à tous. On a une cote en R, et donc là on est sur ce qui marque les vies. Donc on va avoir les 3 premières lettres qui sont lèvres. Donc on commence, nous, les romans en A, et on va les finir ici avec la lettre Z. Tout simplement. L'année qui viennent, donc quelques documents en langue étrangère. Principalement dans le Limousin, on va avoir des Anglais, quelques Hollandais. Donc voilà, on va proposer quelques documents en langue étrangère. Donc là, par exemple, si on le prend, on sait qu'on a un policier Ang, qui signifie qu'il est en langue anglaise. Et pareil, on aura les 3 premières lettres qui vont donner une signification par rapport à l'auteur qui s'appelle John Richards. Donc là, elle utilise cette planche-là. Et en fait, elle va mettre des illustrations. Elle peut les tirer, ce qui fait qu'en fait, elle, en étant comme ça, elle a le texte. Et là, de ce côté-là, le public va avoir l'illustration. Et en fait, comme un peu un storyboard, hop, elle va tirer, et au fur et à mesure, les illustrations vont se dévoiler, et elle pourra être comme ça, elle n'aura plus qu'à lire tranquillement l'histoire. Donc, documents. Uniquement le personnel a accès à cette salle-là. Les chercheurs, comme je vous ai expliqué, quand ils viennent, on leur fait passer un inventaire dans lequel on a répertorié tous les documents, un inventaire papier, on leur envoie sous forme de PDF via un mail. Ils nous disent ceux qui veulent consulter, on met les documents de côté et on les met sur la table pour qu'ils puissent les consulter. Ils ne viennent pas en libre-service comme la bibliothèque, ils ne viennent pas chercher les documents qui sont là. L'intérêt pour lequel je trouvais que c'était sympa que vous rentriez, c'est-à-dire que vous voyez, on a une pièce qui est complètement isolée. Pas de fenêtre, il
fait frais, il y a de la ventilation. Les documents patrimoniaux sont des documents fragiles. Il faut quand même les communiquer. Il ne faut pas que ça reste là et que ça sorte jamais. L'équilibre à trouver, ce que je vous disais, entre qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas dans une bibliothèque. C'est des questions qu'il faut vraiment se poser quand on est dans ce métier. Il y a des risques pour des documents fragiles comme cela. D'après vous, quels sont les risques? Alors, tout à fait. Comment est-ce qu'ils peuvent s'abîmer? Ouais. L'humidité, ok. Quoi d'autre? Qu'on ne fasse tomber. Qui se déchire. Ouais. Donc ça, c'est les manipulations humaines. Les documents peuvent être abîmés. C'est pour ça qu'on les manipule avec précaution. Je vous ai sorti des albums originaux. On a vu le facsimilé. Là, on est sur des albums des années 30. Ils sont à manier avec des gants. Décoloration. Ça peut être dû à quoi la décoloration? Au soleil. On n'a pas de fenêtre. Non, tout à fait. Ça, c'est la troisième cause de dégradation de documents. Quelle autre cause? C'est simple. Moisissure, oui, moisissure en lien avec l'humidité. Très bien. L'eau. Et la température. Température, donc en lien avec l'humidité. Et le feu. Il y en a peut-être d'autres, mais déjà on a fait un bon tour. Tout le monde a un rapport avec la bibliothèque, c'est-à-dire que tout le monde, au moins une fois dans sa vie, a fréquenté une bibliothèque. Bon, il y en a, ça leur plaît, il y en a, ça leur plaît moins. Moi, j'ai toujours été très attiré, j'ai toujours aimé aller en bibliothèque. Et je trouve que c'est important je parlais de médiation, voilà, d'offrir au public un service culturel gratuit. Quand tu vas dans n'importe quel village, en général, à part une bibliothèque, un cimetière, un stade de foot, il n'y a pas grand-chose. La bibliothèque, c'est vraiment le premier établissement culturel que tu peux avoir dans n'importe quel village. Et voilà, je trouve que c'est assez représentatif. Et en plus, au-delà des collections, il y a quand même ce contact humain. Moi, j'aime beaucoup. Tu vois, on reçoit du monde. Quand tu es à la banque de prêt, ben, les gens discutent avec toi. Et on fait plein de spectacles. Tu rencontres des gens hyper intéressants. Donc ça, c'est bien. Il faut avoir quel niveau d'études? Ça dépend parce qu'en fait, quand tu es en bibliothèque, tu as différents niveaux bibliothécaires. Je pense qu'il faut quand même minimum avoir un bac. Après, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire des études. Tu as des IUT métier du livre, tu as des licences bibliothèque. Donc il faut maintenant avoir au moins un de ces diplômes. Et c'est surtout que quand tu es en bibliothèque, tu es fonctionnaire. Donc il faut que tu passes un concours de la fonction publique la plupart du temps. Et donc ça, c'est compliqué parce que sur les concours de la fonction publique, tu vas avoir... la dernière fois, j'en avais passé un, il y avait 320 personnes et il y avait 10 postes. Donc c'est compliqué. Après, quand tu rentres à un échelon, l'échelon de base, sur des petites bibliothèques comme la nôtre, tu peux éventuellement te faire embaucher sans rentrer dans la fonction publique. Alors pour ça, il faut quand même avoir des connaissances, avec les diplômes comme je te dis, un DUT ou une licence. Sinon, il y a une association qui représente les bibliothécaires qui s'appelle l'ABF. Et eux, ils proposent des formations à la fois pour les bénévoles ou pour des gens qui souhaitent devenir professionnels. Ça dure à peu près 1 an. C'est en alternance, tu fais cours, stage, et quand tu as ce diplôme, tu peux éventuellement rentrer en bibliothèque. Mais c'est pas évident. Il faut s'arracher, quoi. Parce qu'il y a peu de postes et il y a pas mal de gens finalement qui postulent. Mais c'est pas infaisable. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Moi, ça fait 1 an. Ouais, tout juste. Alors, combien d'heures travaillez-vous par jour et par semaine? On est fonctionnaire, donc on est sur un planning de 35 heures. Et après, écoute, par jour, on va faire à peu près 8 heures. Une journée comme aujourd'hui, on fait un peu plus. On est le vendredi, c'est la fin de semaine. Les gens viennent un peu plus en bibliothèque en fin de semaine. Donc on est ouvert un peu plus tard, on est ouvert jusqu'à 19h, de 14h à 19h. Donc là aujourd'hui, je vais être à la bibliothèque jusqu'à 7h30.
Sinon, tu comptes à peu près 8 heures et 35 heures semaine. D'accord. Alors, comment s'appelle le concours pour devenir bibliothécaire et est-il difficile? Ouais, plus ou moins répondu. Ouais, en fait, tu as plusieurs concours. Tu as adjoint du patrimoine, assistant de conservation, et après, pour ceux qui se destinent à être sur des grosses bibliothèques, tu vas avoir le concours de bibliothécaire et le concours de conservateur, qui là te permet, en tant que conservateur, d'être à la tête de grosses bibliothèques, comme à Limoges. Mais là, c'est des gens qui ont un niveau d'études au moins à Bac+5. Et quelles sont les qualités requises pour être bibliothécaire? Il faut être curieux, il faut savoir travailler en équipe, il faut avoir une bonne culture générale, bien maîtriser les nouveaux outils de communication. Déjà, c'est à ces qualités-là, c'est bien parti. Après, il y en a plein d'autres. Ouais, avoir une bonne culture, connaître bien les normes, comme je vais pu vous expliquer, par rapport au catalogage. Voilà, ça c'est important, que ta bibliothèque soit bien classée, que tu aies quelque chose de cohérent. En fait, il y a une métaphore qui est plutôt sympa, c'est qu'en fait, quand tu as un livre, ou n'importe quel type de document, comme je vous ai expliqué, il est censé être rangé à un endroit. Et en fait, c'est un peu comme une goutte. Si tu fais tomber une goutte d'eau dans un océan, tu la retrouveras jamais. Si ton document, quand tu en as 30 000, il n'est pas rangé au bon endroit, tu ne sais pas où il est, le document il est pas. Donc voilà, il faut être organisé quand même. Et pouvez-vous nous donner une fourchette de salaire entre le début et la fin de carrière? On va partir, ouais, parce qu'après ça dépend. Je te dis que quand tu es conservateur, tu es sur d'autres établissements, mais une bibliothèque comme ici, tu vas partir à un tout petit peu plus que le SMIC. Et tu peux finir en fin de carrière, les salaires sont pas élevés, tu vas finir à 2000, aux alentours de 2000 € en net. Donc c'est pas dans les bibliothèques que tu vas avoir des salaires mirobolants. Mais bon, après tu as une qualité de travail quand tu aimes qui fait que tu es quand même heureux. Et c'est quoi votre style de livre Moi je lis tout. Je lis tout. J'ai aucun style en particulier. J'aime bien quand même, je rattrape le temps perdu parce que ado je lisais pas beaucoup. Je m'en rends compte. Et en fait j'aime beaucoup lire les classiques. Donc je vais relire des choses que vous étudiez peut-être, comme du Camus, du Céline, voilà, toute la littérature française du 19e, 20e. Ça, avec l'âge, j'y reviens. Vous travaillez en équipe? Ouais, t'as vu, on est 4. Vous êtes tous ensemble? Non, pas forcément, parce que Fred, vous l'interviewerez, on est physiquement ensemble, mais lui vraiment fait de l'animation. Donc lui, en fait, il va bricoler toute la journée pour, comme je t'ai montré sur les animations manuelles ou nature. Donc lui, il va vraiment être là-dedans. Après, moi, je travaille un petit peu plus avec les collègues de la bibliothèque, mais on a quand même une part d'autonomie chacun. Donc, il faut qu'on soit en équipe, mais tout en étant autonome. Quels sont les genres de livres les plus empruntés dans votre bibliothèque? Le Fonds Limousin sort bien. Les gens sont assez friands de tout ce qui est local. Ça va pas mal sortir. Les DVD. Les gens viennent en prendre pas mal de DVD finalement. Après, tout sort quand même, parce que tu as des demandes assez variées en fait, ça dépend du public. Mais si moi comme ça je devrais détacher des choses, le Fonds Limousin, les DVD. Bon, on a fini, personne n'a d'autres questions. Bonjour Sophie, bonjour Maëva. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Alors, sur quel sujet vous avez travaillé? Alors, tout d'abord, nous avons décidé de travailler dans une école primaire. Donc, nous allons vous passer une vidéo pour expliquer ce sujet et à la suite de cette vidéo, on se retrouvera pour répondre à vos questions. Imaginaire des plus petits.
Nous sommes intervenus dans une école dans une classe de CE2 CM1. Nous avions comme projet de leur faire créer 3 albums. Dans un premier temps, nous sommes intervenus pour définir les différents thèmes des histoires, en formant plusieurs petits groupes. Pour le premier groupe de Sophie et Maëva, les élèves ont choisi La forêt à des yeux comme titre. C'est l'histoire d'une famille qui part camper et tombe en panne en pleine nuit dans la forêt. La famille en panique n'a pas de réseau téléphonique et dans cette forêt on entend des bruits bizarres et des animaux terrifiants. Dans le second groupe de Léa, les élèves ont choisi Un voyage à l'île de Ré comme titre. C'est l'histoire d'une mère et sa fille partant à un voyage à l'île de Ré. La dernière histoire est l'histoire de la maîtresse. Leur titre est La vie sous-marine. C'est l'histoire de 8 petits explorateurs qui partent en Espagne pour des fouilles sous-marines. Pour cela, ils louent un guide et un zodiaque. Nous avons donc fait écrire puis illustrer chaque histoire à son groupe. Pour finir, toutes les histoires seront imprimées et données aux enfants. Pourquoi avez-vous choisi une école primaire ? Nous avons choisi une école primaire car leur imagination elle est plus développée. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? La vraie difficulté était de pouvoir capter leur attention pendant un certain temps. Et qu'est-ce que cette expérience vous a apporté Cette expérience, ça nous a apporté que ça nous a appris à travailler avec des jeunes enfants. Vous avez aimé cette expérience ? Oui, vraiment beaucoup. Et si vous avez l'occasion de refaire cette expérience, le referez-vous ? Oui, sans hésitation. Eh bien, nous allons laisser la place à nos 2 collègues, à Adam et Morgane. Merci pour ce reportage haut en couleur. Et nous pouvons voir alors que les enfants peuvent aussi apprécier la littérature. Bonjour Noémie, présentez-nous un peu votre projet. Bonjour, alors je vais vous présenter le reportage de notre rencontre avec les pensionnaires de la maison de retraite. Et celui-ci vous expliquera l'échange que nous avons eu à propos du sujet de la littérature. D'accord, donc nous allons voir votre reportage, donc bon visionnage à tous. Nous sommes allés à la maison de retraite de Saint-Gauthier. En rentrant dans le hall, nous avons rencontré Katia et Kevin, les animateurs qui nous ont conduits dans une salle à côté du réfectoire où nous avons fait la connaissance des personnes âgées. Nous nous sommes présentés et ils firent de même. Durant cette première séance, nous leur avons lu la nouvelle Lily ou l'été dansant de Corinne Desforges. Ils ont apprécié la lecture, puis nous leur avons posé des questions auxquelles ils ont répondu. Une fois ceci terminé, nous nous sommes quittés avec une envie de nous revoir. Lors de la deuxième séance, nous sommes allés dans la même salle. Les pensionnaires étaient heureux de nous revoir. Nous leur avons lu cette fois-ci « Casse nouvelle sur le Berry », comme ils nous l'avaient demandé. Toutes écrites par Corinne Duchesne. Ils ont trouvé ces lectures plus audibles et articulées que la précédente. Une fois ces lectures finies, nous avons débattu sur le Berry. Cette expérience fut enrichissante car nous avons pu apercevoir qu'au fil des années, les styles ont évolué, mais sont aussi restés les mêmes. Bonjour Noémie. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Donc nous allons vous poser quelques questions. Donc tout d'abord, pourquoi avez-vous choisi ce sujet ? Alors nous avons choisi ce sujet pour voir comment les personnes âgées voyaient la littérature. Avez-vous eu des difficultés à gérer ce projet, ce reportage ? Non, pas du tout. Ils étaient très accueillants avec nous et ça s'est très bien passé. Quel message voulez-vous faire passer avec ce reportage ? Le message que nous voulions faire passer, c'était que la littérature n'a pas d'âge. Est-ce que les préjugés sur les personnes âgées que les jeunes de notre âge peuvent avoir sont fondés ? Non, pas du tout, car moi je n'avais pas très envie d'y aller, mais j'étais agréablement surpris et c'était une bonne expérience. Quelle littérature avez-vous présentée ? Alors nous avons présenté la littérature française, dont des contes sur le Berry. D'accord. Est-ce que vous avez travaillé avec le même groupe
de personnes? En partie, oui, juste quelques personnes qui sont venues en plus. Qu'est-ce que ce projet vous a apporté et qu'est-ce qu'il leur a apporté? Il nous a apporté une meilleure lecture orale et des connaissances sur la littérature. Et eux, ça leur a fait du divertissement et ils étaient contents. D'accord, merci beaucoup. Nous allons maintenant laisser la parole à nos deux collègues, Tristan et Alison. Merci pour cette intervention très très enrichissante. Pour terminer l'émission, Adam va présenter quelques livres avec sa rubrique La minute du lecteur. Donc je laisse la parole à Adam qui va nous présenter ces 3 œuvres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la minute du lecteur. Comme c'est notre première édition, nous allons donc rattraper le temps perdu en présentant 3 grands classiques de la littérature du XXe siècle, notamment 1984 de George Orwell, Nuit d'été de Dan Simmons et Barjavel, La nuit des temps. Ces 3 romans ont marqué des générations de lecteurs du fait qu'ils sont quasiment les plus connus de leur genre littéraire. Anticipation, fantastique et science-fiction. Commençons tout d'abord par 1984 de George Orwell. 1984 est un livre vraiment très surprenant pour l'époque parce qu'il parle de 1984, une période antérieure à la nôtre mais qui pourtant décrit un monde complètement futuriste. L'histoire se passe à Londres dans une dictature imaginaire appelée l'Océania. 3 pays dirigent la planète: Est-Asia, Eurasia et Océania. Ces 3 pays se font la guerre constamment pour que le peuple attise sa haine envers l'ennemi et non envers le pouvoir. Dans 1984, on suit l'histoire d'un jeune fonctionnaire, Winston. Il est chargé d'écrire une nouvelle langue qui permettra d'avoir quelque chose complètement objectif. Il n'y aura plus de métaphores, plus rien. Rien ne pourra être sous-entendu. C'est un roman à lire, croyez-moi, et vous allez le dévorer très vite. Maintenant, passons à Nuit d'été de Dan Simmons. Nuit d'été se passe dans le Midwest américain dans les années 60. Dans un lycée très grand dominant la ville de Elm Haven, au sud de Chicago et près de Peoria. Les élèves sont extrêmement contents de sortir puisqu'ils ne retrouveront jamais au lycée qui va fermer ses portes. Sauf que, avant la fermeture, un élève disparaît avec un cri effroyable faisant trembler tout l'établissement. Une enquête est menée par des amis se faisant appeler la cyclopatrouille. Ils enquêtent et découvrent des choses tellement terribles que même les adultes ne veulent même pas les croire. Croyez-moi, si vous lisez Nuit d'été, vous allez vivre quelques nuits d'effroi, puisque c'est le livre le plus terrifiant que je n'ai jamais lu. Dan Simmons décrit notamment la pauvreté dans le Midwest américain et la nature humaine. Dans Barjavel, La nuit des temps, on suit l'histoire d'une équipe française de scientifiques en Antarctique dans les années 60. Un jour, ils sont de la glace, comme à leur habitude, mais ils reçoivent un signal venant de 900 mètres sous la glace. Alors s'organise une équipe internationale pour savoir qu'est-ce que ce signal. C'est un roman magnifique, très bien écrit, qui nous montre un univers fascinant, daté de plus de 900 000 ans. C'est vraiment de la science-fiction pure, mais on y voit aussi de la romance, une magnifique histoire d'amour, et Barjavel critique aussi les gouvernements du monde entier, qui sont prêts, qu'ils soient communistes ou capitalistes d'ailleurs, qui sont prêts à transformer la plus belle aventure de tous les temps
en une arme terrifiante capable de détruire la planète. Donc ce sont des romans qui, croyez-moi, sont très bien écrits, faciles à comprendre, même si les sujets peuvent être parfois compliqués. 1984 notamment a été interdit en URSS jusqu'à la chute du mur parce qu'il critique la collectivisation forcée. Et les deux autres romans critiquent notamment les pays capitalistes où la pauvreté règne malgré tout. C'est vraiment des lectures très abondantes et vraiment très enrichissantes que je vous conseille follement de les lire. Et je veux aussi ajouter que ces romans pourront vous aider pour le bac ou le brevet, parce que ce sont des romans qui sont quasiment les plus célèbres de leur style littéraire. Donc je le rappelle, excusez-moi, 1984 pour l'anticipation, Le Fantastique pour Dan Simmons, Nuit d'été, et Barjavel, la science-fiction, La Nuit des temps. Pour ma part, j'ai cité 1984 au brevet et ça m'a permis d'avoir des points en plus. Et j'aimerais terminer l'émission sur un film sur l'écrivaine Valérie Daire qui vient de notre région. Donc voici son dernier livre et je vous conseille de le lire. Un thriller vraiment très intéressant. Merci à tous. Valérie Daire est un auteur que nous avons rencontré le mardi 17 mai 2016. Pendant plus de 2 heures, elle nous a parlé de son parcours et de sa profession. Puis, nous lui avons posé des questions pour en savoir plus sur le métier d'écrivain. Voici le résumé de cette rencontre. Depuis sa tendre enfance, Valérie Daire a toujours voulu être écrivain. Plus tard, elle a donc pris des cours de littérature par correspondance. Par la suite, elle a fait une formation de bibliothécaire pendant 1 an avant de se consacrer pleinement à sa vraie passion, qui est d'écrire des livres. Au tout début de sa carrière, lorsqu'elle n'avait que 20 ans, elle a commencé à écrire des histoires sur commande, en particulier des romans d'amour, des romans roses comme elle les appelle. Elle a aussi évoqué le fait qu'elle allait voir de vieux films au cinéma pour enrichir son inspiration. Après 3 ans passés à écrire des livres pour les autres, elle en a eu assez de cette routine et voulut écrire sa propre histoire. À l'âge de 23 ans, elle commence enfin à écrire son premier roman, intitulé Miranda s'en va. Elle a eu le déclic d'écrire cette histoire en 1982 lors d'une foire où elle était outrée qu'on puisse exhiber des personnes difformes comme des trophées. Elle raconte dans son livre le portrait de la plus grosse femme du monde. Il s'agit alors de Miranda. Elle mettra 4 ans pour l'écrire. Pour pouvoir l'éditer, Valérie Daire aura fait 15 demandes et n'aura qu'une seule réponse positive d'une éditrice suisse qui a tout de suite aimé son travail. Valérie Daire nous a expliqué qu'un écrivain est payé en droit d'auteur, ce qui signifie que quand un livre est vendu, l'auteur touche seulement 2 à 8% du prix. Mais pour elle, cette profession ne lui permet pas de vivre. C'est pourquoi elle s'est mise à traduire des livres en anglais, ce qui lui rapporte plus que d'écrire des livres elle-même. La romancière nous a aussi dit qu'elle aimait parfois écrire avec d'autres auteurs. Ils travaillent alors ensemble, ils font les phrases à 2, ils doivent aller au bout de leurs idées, et c'est ce que Valérie Daire aime quand elle écrit. Elle nous a dit, je cite, « Écrire à 2, c'est étonnant et intéressant ». Elle nous a aussi dit que cela lui arrivait de penser à plusieurs projets à la fois, mais jamais d'écrire 2 livres en même temps. En revanche, ça lui arrive d'écrire un livre et d'en traduire un autre. Valérie Daire trouve que la littérature a régressé depuis les années 80. Maintenant, elle constate que tout le monde suit la mode du fantastique et de la jeunesse. Elle nous a aussi parlé de ce qui l'agaçait, comme ces écrivains qui manipulaient des stéréotypes ou ces auteurs qui écrivaient des choses qu'ils n'ont pas forcément vécues. D'après elle, si on veut écrire sur un sujet que l'on ne maîtrise pas forcément, il faut alors l'aborder avec méconnaissance. Enfin, pour finir, elle nous a expliqué qu'elle ne se sentait pas unique par rapport à la littérature et que ça lui arrivait de s'inspirer de ce que d'autres auteurs avaient écrit. Et bien voilà, l'émission se termine sur un merveilleux reportage de Valérie Daire. Nous remercions les caméramans Nicolas et Léa. Nous remercions la régie, donc tout d'abord vidéo avec Julien et Clémentine, un duo de choc, puis Natacha qui était la régie audio.
Et merci beaucoup de nous avoir visionnés et regardés. Ça a été vraiment un grand plaisir. Et merci à tous ceux qu'on a rencontrés pour créer cette émission. On voudrait aussi nous remercier notre professeur de français et la professeure du CDI qui nous ont aidés dans ce projet. Et remercier aussi toute la classe qui s'est investie dans ce projet. À vous les studios.